Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Bray. Kevin a été sportif de haut niveau, champion du monde en bodybuilding. Maintenant, il se focalise sur la nutrition de ses clients à Genève, mais aussi à distance, fort de ses 15 ans d'expérience dans le milieu du fitness. Avec lui, on va parler de comment avoir du succès à haut niveau. On va essayer de tirer des tuyaux, des astuces pour monsieur tout le monde, mais aussi pour des gens peut-être d'un plus haut niveau. Mais pour commencer, Kevin, bienvenue. Merci de donner de ta personne, de ton temps. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens très bien, Gabriel. Je suis très heureux que tu aies pensé à moi pour ce podcast et j'étais content qu'on se retrouve parce que on a déjà partagé quelques sessions d'entraînement ensemble à l'époque et j'étais content de te retrouver assez récemment. Tout à fait. Tu m'avais même fait une petite préparation nutrition. Ouais, donc j'ai aussi vécu l'autre côté de la médaille. Ouais. C'est clair. Entrons directement dans le vif du sujet. Comment tirer le meilleur de soi-même? Donc moi ma question de base, c'est comment est-ce que tu distinguerais au niveau mental la personne qui entre dans une salle qui a déjà un niveau compétitif par rapport à quelqu'un qui entre peut-être pour une première fois et qui évidemment n'a pas un tel niveau. À un niveau mental, leur pensée, leur structure, pour toi, quelles seraient les différences? Quand j'ai vu cette question, c'est assez marrant parce que j'ai eu la réflexion inverse et je me suis dit, il y a tellement de choses qui nous séparent. Finalement, où est-ce qu'on se retrouverait? Et la seule chose qu'on partage, j'ai l'impression que c'est que on se retrouve au même endroit pour une pratique qui semble similaire, mais finalement, il va pas se passer du tout la même chose dans la salle d'entraînement. Je pense que la grosse différence, c'est que quand on est sportif de haut niveau, on est capable de se mettre dans un inconfort certain et d'y retourner. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez difficilement, je pense, aujourd'hui. C'est des gens qui sont capables de se mettre dans des situations très inconfortables et d'y retourner et d'y retourner. Donc finalement, d'avoir un peu, tu sais, une constance comme ça dans cet inconfort. Ça, c'est vraiment pour moi le truc numéro 1, puisque la pratique que j'avais moi, c'est le bodybuilding. Donc c'est quand même par essence quelque chose qui fait mal, puisque en musculation, le but, c'est d'aller à l'échec à chaque fois. Donc finalement, on doit passer à travers cette difficulté-là, et on dirait pas comme ça, mais elle a sa petite dimension psychique aussi, puisque c'est toujours l'échec. J'ai pas réussi cette série, j'ai pas réussi. C'est toujours aller chercher plus loin que ce qu'on est capable. Donc finalement, on est toujours mis face à l'échec de soi, et c'est hyper difficile. Ça paraît pas comme ça, mais c'est pas hyper encourageant finalement. Tout à fait. Donc une certaine habitude, voire aimer être dans l'inconfort. Quels autres éléments peut-être viendraient à l'esprit? Pour briller, je pense qu'il faut faire des choses qui sont simples, mais bien les faire et tout le temps les faire. Donc finalement, pourquoi moi j'étais sportif de haut niveau et pas celui qui a la même pratique que moi? Parce qu'il l'a pas fait aussi bien, tout bêtement. Parce que foncièrement, aller s'entraîner, c'est quand même simple, hein. Mais justement, si c'est simple à faire, c'est aussi simple à pas faire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui sautent l'entraînement, ou qui vont pas jusqu'au bout, ou qui auraient pu mettre un petit peu plus lourd. Là, je parle spécifiquement de ma discipline, mais dans l'absolu, c'est vraiment cette dimension. Parce que chaque fois qu'il y a une petite déception, ça affecte quand même tout le reste de la performance. Donc finalement, je vais pas y aller aujourd'hui. Ok, donc t'es rentré dans la dynamique d'être cette personne qui s'octroie un jour de repos là où c'était pas prévu dans le plan, tu vois. Et ça, c'est pas une pensée de sportif de haut niveau. Parce que rien que le fait de l'avoir pensé, d'avoir imaginé que t'allais pas y aller, tu n'es plus dans la pensée du sportif de haut niveau. En fait, le sportif de haut niveau, il y pense même pas. Il y va, et puis il suit son plan. Assez bêtement, finalement. Moi, j'ai excellé dans ma discipline parce que j'ai appliqué le plan. Tu vois, c'est assez simple. Et la grosse différence, c'est que tous les gens qui viennent dans la salle, ils se rêvent une vie, une réussite, un physique incroyable, mais ils sont en train de chérir tous les avantages que ça procure, ou du moins ce qu'ils en imaginent, mais ils sont pas du tout en train d'imaginer tout ce qu'il faut faire pour atteindre ça.
Et le gros problème, c'est qu'ils sont incapables de vivre tous les opposés de leur vie actuelle. Sinon, ils auraient déjà du changement. Mais dès qu'il faut rentrer dans cet inconfort-là, ça devient impossible parce que c'est trop loin du standard actuel. Ça se fait petit à petit, tout ça. Et les gens, ils passent de rien à « je veux tout d'un coup ». Mais ça s'est jamais produit comme ça, finalement. C'est un petit cheminement jour après jour. On passe pas de « je fais rien » à « je m'entraîne 6 fois par semaine comme un malade ». C'est intéressant, donc tu parles de l'inconfort et après cette deuxième partie plus d'une régularité, d'une discipline, d'une assiduité pour progresser, pour briller, comme tu dis. Moi, je pensais aussi à cette question avant de la poser et je décortiquais peut-être un niveau à plus basse échelle. Je pense que, comme tu disais foncièrement, la personne de haut niveau qui va à la salle, déjà, il sait comment s'entraîner. Il a un plan de son entraînement. Il a des objectifs à moyen et à plus long terme. Il a des façons de mesurer sa progression. Et aussi, d'une façon très importante, souvent, il a un suivi d'un autre coach à qui il a des comptes à rendre. Donc pour moi, ce que tu dis est exactement vrai. Mais pour moi, et évidemment, j'ai jamais été sportif de haut niveau, donc je parle d'un autre point de vue. Mais pour pouvoir se pousser à dans cet inconfort, dans cette régularité que tu disais, on doit se doter de tous ces autres facteurs qui sont peut-être plus à la main, accessibles à Monsieur Tout-le-Monde, pourvu qu'il sache que ce sont des choses qu'il doit aller chercher et dont il doit aller s'équiper. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait tout de suite penser à un mantra comme ça qu'on m'a donné une fois. Peu importe le domaine, c'est toujours la meilleure équipe qui gagne. Moi, j'ai jamais gagné parce que j'étais tout seul. J'ai toujours eu les bons entraîneurs, les bons préparateurs mentaux, le bon entourage. Tout ça, ça compte beaucoup. Mais c'est vrai que sûrement, ce qui a fait de moi un sportif de haut niveau, c'est que quand j'ai démarré, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je sois bien entouré et que justement, j'ai de l'aide, j'ai des gens pour me driver. Moi, j'en savais rien. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc finalement, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avant de démarrer, mais tous les gens, ils pensent qu'ils savent parce qu'ils pratiquent. Donc il y a des gens, comme ils mangent 3 fois par jour, ils se sentent experts en nutrition. Moi, je te disais tout à l'heure, j'ai une voiture, je la conduis tous les jours, j'y connais rien et je prétends rien connaître là-dessus. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok, je veux performer, je veux être champion en bodybuilding. Comment je vais faire? Je vais contacter des gens qui sont champions, sûrement qui savent comment faire eux. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai contacté des gens qui étaient des champions et ils m'ont mis un peu cette éthique de travail, du moins leur stratégie à eux, qui était de travailler dur. Et c'était tellement difficile avec eux que ils m'ont dit à un moment donné, en fait, tu vas gagner, c'est obligé. Parce qu'il y a personne qui fait aussi dur que toi, là. Donc il suffit juste que tu continues et tu vas gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Ça c'est motivant. Si on te dit ça comme ça, si tu payes le prix, tu auras c'est exactement le trophée. Ça. C'est exactement ça. En fait, si je te mettais là d'un coup le plan de match pour aller vers ton objectif et que je te dis si tu fais ça, c'est sûr et certain que tu gagnes à la fin. Mais c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est exactement ce qui se passe. Sauf que visualiser le tout d'un coup, ça paraît énorme. Mais un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour, si tu fais toujours mieux que les autres tous les jours, foncièrement, c'est comme obligé que tu gagnes à la fin. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de creuser parce que c'est vrai que souvent on dit oui, il sait se mettre dans le mal plus que d'autres ou oui, il a une discipline de fer que d'autres n'ont pas. Ce qui est tout cela est vrai. Mais là, on commence à décortiquer le truc et on voit que il faut une bonne équipe, il faut mon entourage, il faut les éléments de structure, de planning que j'ai mentionné avant. Et c'est là, pas pour te faire de la pub nécessairement ou autre, mais c'est ça ce que un nutritionniste, un pro du sport offre. C'est pas seulement un plan d'entraînement sur un papier qui est mort, qui est juste qui gît là sur le papier. C'est cette redevabilité de semaine après semaine. Je veux progresser et en plus j'ai un pro qui sait quelle apparence aurait des progrès et auquel je dois rendre des comptes. Et tout ça fait que
ben c'est entre guillemets plus facile de se mettre dans le mal parce qu'on a un pourquoi, n'est-ce pas? Ouais, complètement. Et c'est là la grosse notion d'adaptabilité et finalement de dire, moi je te propose un programme qui est personnalisé. Alors, pour personnaliser un programme, il y a plein de méthodes en fonction de la morpho-anatomie des gens. Enfin, il y a beaucoup de méthodes différentes qui existent. Mais pour moi, le premier objectif, finalement, c'est déjà que tu ailles à la salle, que tu ailles t'entraîner, que tu suives ton plan alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place ensemble pour que déjà tu fasses ça? Parce qu'il vaut mieux que tu arrives à suivre à 100% un plan qui est bon à 80%, disons, que plutôt que je te file le meilleur plan adapté pour toi, mais que tu le suives pas du tout. Donc, finalement, adapter le plan, c'est aussi trouver un peu la psychologie qui va pour que les personnes aillent s'entraîner. Et c'est là où il faut commencer à être honnête avec soi-même et savoir... ça, c'est la grosse théorie, mais faut se connaître, mais pas trop s'écouter. Donc, ça, c'est difficile. J'aime cet équilibre. Ouais. Et c'est là qu'il faut, à un moment donné, se dire, OK, est-ce que j'ai foncièrement besoin qu'on me mette un coup de pied au cul, qu'on m'engueule, ou est-ce que j'ai besoin qu'on soit très rassurant et qu'on m'accompagne dans le positif, quoi? Moi, je sais que les gens, ils ont, pour la plupart du temps, besoin d'être accompagnés de manière très positive. Contrairement à ce qu'ils disent, ouais, j'ai besoin qu'on m'engueule et tout. Ça marche pas en réalité la plupart du temps sur eux. Ceux qui ont besoin d'être engueulés, ils sont déjà souvent dans la dynamique parce qu'ils le font eux-mêmes. On a du mal à se dire bravo, mais on sait très bien se rabaisser tout seul. Donc, quand on a besoin de se rabaisser pour progresser, ceux-là, ils le font tout seuls. Et moi, je fonctionnais avec cette dynamique-là. Et les premiers entraîneurs que j'avais, c'était vraiment la théorie de dire, OK, prouve-nous que t'es pas une merde. Et ça m'a beaucoup plus motivé que on me dise bravo. Mais c'est pas hyper bon psychiquement. Et j'ai travaillé avec des préparateurs dans la préparation mentale après des personnes différentes qui m'ont tous dit que ça c'était pas bon du tout pour l'avancement psychique, que je m'en suis servi à un moment donné, mais que ça arrivait à un point de rupture qui faisait que je me sentais pas ni bien ni légitime avec toutes mes victoires, puisque chaque fois que je gagnais, on mettait la médaille autour du cou, puis je la renlevais, je la posais dans la vitrine, et de nouveau, je me ressentais illégitime à la porter, et compète suivante, je vais me prouver que je suis pas une merde, et ainsi de suite. Et à la fin, là, j'ai une armoire pleine de trophées, et puis est-ce que je me sens légitime de les avoir gagnés? Peut-être. Il y a que toi pour le savoir. Tu ça. vois. Ouais. Mais, et c'est ce truc perpétuel qui est difficile. Je pense que les gens qui ont une pratique loisir, ils ont un idéal comme ça, des gens qui sont à haut niveau ou qui performent dans un domaine, mais ils imaginent pas que ceux qui performent dans un domaine, finalement, ils sont rarement heureux avec ça. Parce qu'on a des capacités, on cherche à aller plus loin. On veut se prouver plus. Finalement, les gens qui viennent dans mon cabinet, ils ont des complexes physiques, certains des problèmes de santé. C'est des choses assez palpables et finalement où on peut avancer ensemble. Mais à un moment donné, quand quelqu'un vient avec des objectifs de champion du monde, bah là, ça prend toute une autre dimension. Ça va prendre des années, c'est sûrement infaisable, parce qu'il y en a qu'un par an de champion du monde. Donc d'un coup, ça devient des objectifs qui sont complexes, où toute la vie tourne qu'autour de ça. Ça devient vraiment difficile à réguler pour se retrouver finalement heureux avec ça à la fin. Tu vois, c'est trop envahissant. Les gens qui viennent me voir au cabinet, c'est une grosse part de leur vie, sinon ils viendraient pas me consulter pour leurs problématiques. Mais finalement, ils ont d'autres choses dans la vie. Ils ont un autre sujet qui est bien ou pas bien, c'est souvent leur travail, leur famille, des choses comme ça. Moi, quand j'étais champion, ça c'était des sujets secondaires. C'était vraiment un peu cette théorie d'un échiquier, quoi. Et puis à un moment donné, si tu veux gagner, bah va falloir venir prendre le roi. Bah viens prendre le roi. Toutes les pièces qu'il y a autour, c'est juste un moyen d'y arriver, hein. Si tu les perds en cours de route, mais qu'à la fin t'as gagné la partie, c'est ça l'objectif. Bon bah, il y a un pion, c'est l'argent, il y a un pion, c'est la famille, il y a un pion, c'est le travail. Si tu les perds ou tu les abîmes, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est gagner la partie. Sauf qu'à la fin, t'as gagné la partie, puis tu te rends compte qu'il y a plus beaucoup de pions sur l'échiquier, quoi. Et c'est ça la grosse différence, donc, entre la personne qui vient comme ça à la salle et le sportif de haut niveau, c'est que le sportif de haut niveau,
il est capable d'aller trop loin. Tu vois, il peut tout sacrifier. C'est vraiment ce truc, tu sais, un peu de vidéo de motivation. Faut être prêt à tout sacrifier. Ouais, non, sérieux, faut être prêt à tout sacrifier. Oui. Et à la fin, tu le fais. Et finalement, c'est toi le champion. Hein. Ouais. Mais est-ce que t'es plus heureux? C'est le travail qu'il faut envisager. Qu'est-ce qui se passe après? Si t'es entouré de cadavres, est-ce que ça a valu la peine? Exactement. Et je crois qu'on va en parler un peu après. Mais moi, ça a été mon gros problème. J'ai jamais envisagé l'après parce que comme j'avais tendance à me dévaloriser, j'étais prêt à y retourner pendant des années. Moi, je m'étais dit que ça prendrait 10 ans un peu pessimiste, 5-6 ans optimiste pour atteindre le niveau champion du monde, Mister Univers. Et finalement, ça allait beaucoup plus vite que ça et j'ai été surpris par la réussite. Et tant mieux. C'est un bon problème. Tout le monde rigole quand je dis ça et ça fait un petit peu celui qui crache dans la soupe, mais faut être prêt à perdre, mais faut être prêt à gagner. Hein. C'est une autre pression. Quand tu gagnes rien, finalement, t'es centré sur toi. Moi, au début, je voulais juste être plus musclé. Hein. Je pensais pas faire des compétitions. Et j'étais centré sur moi. Ça me paraissait énorme. Mais la vérité, elle est hyper dramatique. C'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que t'aies envie d'être plus musclé ou que t'aies un complexe de ci. Tout le monde s'en fout de tes problèmes. Alors que d'un coup, quand tu deviens champion, non, les gens, ils s'en foutent plus, là. Tout le monde t'attend au tournant. Tout le monde, finalement, à la fin, comme je gagnais pratiquement tout, si je gagnais, c'était juste normal. Et si je faisais deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien, deuxième, c'est déjà une bonne place. Enfin, tu vois. C'est clair. Non, revenons sur quelque chose que tu avais dit juste avant. J'ai l'impression que à haut niveau, les athlètes sont plus dans une mentalité de punition, de se mettre, je crois que tu as utilisé la phrase coup de pied au cul. Mais quand c'est un peu Monsieur Tout le Monde, là, tu es plus dans une approche un peu plus bénévole, d'encouragement. C'est le cas, non? C'est ce que et cela, est-ce que c'est relié au fait que, précisément pour être au niveau, comme il faut se pousser tellement, on peut plus être dans des logiques de positivité, on va dire un peu simpliste. Il faut se mettre dans le mal, même au niveau psychologique. Il faut aussi faire perdre une partie de sa chair à ce niveau-là. Je pense pas que c'est nécessaire. Je l'ai cru pendant longtemps. C'est pour ça que je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis persuadé que ça peut être plus facile. J'aurais pu gagner en le vivant mieux. Ça aurait pu être plus simple et j'aurais gagné quand même. Il faut être capable de se faire mal, mais là où j'étais mauvais, c'est qu'il faut arriver à trouver du plaisir dans le succès, finalement, dans les petites choses, parce que se dire bravo, t'as été capable de faire ça. Et ça, j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas du tout à le faire. Et c'est ça, hein, moi, qui me repropulsait plus haut en me disant, cette fois, tu vas enfin être fier de toi. Et boum, regagner un autre titre et un autre titre et un autre titre. Et finalement, non, j'étais pas plus fier de moi. Donc, ça me poussait de plus en plus à gagner. Mais ça me rendait pas plus heureux. Je connais des gens qui ont eu des super parcours sportifs, qui étaient hyper heureux. Ils étaient heureux. Mais attention, il y a toujours une redescente derrière. C'est un autre sujet, mais quand on prend la retraite sportive, et là, d'un coup, on repasse du côté des anonymes et on n'est plus explosé à l'adrénaline de la compétition, du sport de haut niveau. Ça, c'est encore un autre schéma, mais qui était heureux pendant qu'ils le faisaient et qui prenaient du plaisir, surtout, à pratiquer leur discipline. Là, c'est probablement les athlètes qui ont une meilleure longévité dans leur sport, j'imagine. C'est ça, non? Clairement. Et qui ont démarré et continué leur sport pour le plaisir et pas forcément que parce qu'ils étaient bons. Et c'est là où je suis pas un bon exemple, c'est que moi, ça a toujours marché dans la douleur. Et un jour, une de mes clientes m'a dit « Oulala, mais il faut vraiment être passionné pour faire ce que tu fais. » Et là, ça m'a fait un petit blocage et je lui ai répondu « En fait, non, je déteste ce que je fais. Je le fais juste parce que je gagne. » Et quand je me suis entendu le dire à haute voix, c'est devenu assez insupportable, tu vois. Et c'est pour ça aussi que moi, je l'ai vécu comme ça, dans la douleur. Parce que il fallait faire tout ce que je faisais, il faut être capable d'être dans l'inconfort comme ça. Mais par contre, moi, j'en retirais pas vraiment de plaisir. Je retirais du plaisir de la compétition, mais pas de la pratique sportive.
aller à l'entraînement, ça m'a jamais fait plaisir. Je passais pas un bon moment, tu vois. C'est ça là. Oui, c'est ce que tu disais, mais t'es parlant mais à un niveau différent, un peu dans mon milieu familial culturel. Il y a un peu cette histoire que bon, le travail, il est jamais agréable. Donc, tu le fais pour gagner ta vie et tu avances. Donc, pour moi, le concept de faire un boulot avec un temps soit un peu de plaisir m'est venu très très tard dans la vie, on va dire. Ouais. Et c'est un peu cette même logique. Je crois que peut-être ça vient de générations antérieures qui avaient des vies objectivement plus dures et qui ont eu leur schéma de bon, si tu passes toute ta journée à travailler dans les champs, ouais, forcément tu vas peut-être pas aimer ta journée. Ouais. Ou être claqué. Donc ouais, c'est clair. Et ça me fait penser à moi, mes parents, ils ont fait, enfin ils font toujours, mais ils ont fait du sport très énervé, plutôt dans le domaine de l'endurance et de l'ultra-endurance. Ma mère, elle a fait l'ultra-trail du Mont Blanc, les deux ont fait des Ironman. C'est des bonnes bases, hein, ouais. Ils ont fait l'Embrunman, qui est vraiment l'Ironman le plus difficile du monde, du moins en dénivelé. Et je les ai toujours vus, tu vois, dans ces milieux compétitifs, finalement, en chier. Et finalement, je sais pas, peut-être que plus jeune, j'ai imprimé ce truc que pour moi, ça valait vraiment quelque chose d'arriver à se dépasser, tu vois, d'être foutu et du continu. Je me suis dit, waouh, ça vaut quelque chose. T'es là, jeune, au milieu de ces athlètes, il y en a qui s'évanouissent. Enfin, c'est quand même pas la course du village, quoi. Et tu te dis, waouh, j'ai trouvé ça impressionnant et inspirant et je me suis dit, tiens, ça vaut quelque chose. Mais j'ai pas mesuré toute la dimension plaisir qu'il devait y avoir autour, bien que mon père le répétait sans arrêt qu'en gros, pour tenir tout ça, tous ces entraînements qu'il faisait, c'est qu'il avait du plaisir dedans, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une notion à travailler pour la plupart des gens. Et ce qu'il faut, c'est que l'entraînement, suivre son plan alimentaire, toutes ces choses-là, ça passe par une forme de plaisir et que ça arrête d'être seulement de la contrainte de s'entraîner, la contrainte de bien manger et finalement, tu sais, courir après le jour de repos. Tu sais, ton objectif de la semaine, c'est le jour de repos et le joker alimentaire où tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux. Alors finalement, ça veut dire que tout le reste de la semaine, c'est pas tant de plaisir que ça, c'est que de la contrainte. Il faut qu'il y ait une petite forme de plaisir. Et c'est pour ça que les gens qui se forcent à aller à l'entraînement, à la muscu ou autre, tout le temps, finalement, trouvent autre chose. Alors, trouve un sport, enfin, trouve quelque chose qui te fait plaisir, une activité comme ça. Ce qui me marque le plus, c'est que tous les gens que je suis, il y en a, ils partent en vacances et puis ils continuent de s'entraîner et puis ça fait juste partie de leur routine. Et il y en a, ils me disent, ah non, moi, pendant les vacances, il y aura pas de sport et puis c'est comme ça. Donc finalement, tes vacances, c'est le moment plaisir de l'année et tu veux absolument éliminer ta pratique sportive de cette période. Donc ça veut dire que cette pratique, elle te fait pas du tout plaisir, tu vois. Et c'est tout un cheminement comme ça où tu te dis, waouh. Alors dans ce cas, tu t'inscris dans ma pratique à moi, qui est de se dire, tout ce que je fais là, je le fais pour le résultat, mais je vais à contre-courant de mon plaisir et de mes envies. Bah ça va être dur de tenir sur la durée. Voilà, c'est juste ça. Alors, c'est pas un gros plaisir de se priver au niveau alimentaire, mais justement, la stratégie, c'est de pas être dans la privation. C'est d'être dans une stratégie où il y a des choses qui font plaisir un peu chaque jour. Et là où je rame, c'est avec des personnes qui me demandent parfois, mais quand est-ce que je vais remanger normalement? Tu sais, ce truc. Et là, je me dis, waouh, on a raté quelque chose. Parce que ça veut dire quoi, normalement? C'est manger de la manière dont tu mangeais avant et qui a fait que tu viens t'asseoir en face de moi dans mon bureau. Donc en fait, tu vas juste reproduire le schéma et après me dire ouais, c'est l'effet yo-yo, ce fameux le régime, il marche pas parce que quand j'ai arrêté, j'ai tout repris. Ouais, d'accord. Okay. C'est pas de la bonne essence parce que quand il y a plus d'essence dans le réservoir, la voiture roule plus. Donc, tu vois, c'est des schémas où les gens ils attendent toujours le truc de quand est-ce que ce sera plus simple, mais ça n'arrivera jamais. Hein. Ça n'arrivera jamais. Et c'est pas moi qui fais les règles parce que si je les faisais, on serait tous musclés et en bonne santé, tu vois, sans peine. Mais c'est juste un compte de calories au bout d'un moment. Donc moi, je fais de l'optimisation
qui va très loin avec des sportifs de haut niveau. Mais la base, c'est que c'est quand même un compte de calories. Donc, peu importe si on est doué ou pas, il faut s'astreindre à un certain nombre de calories. Et plus on en donne et on fait d'efforts, finalement, et plus c'est payant et plus il y a de plaisir. Parce que quelqu'un qui a, je sais pas, un travail assez exigeant au niveau physique ou qui a une activité sportive assez développée, bah finalement, il va pouvoir manger plus de calories. Donc c'est toujours ce truc de la petite nana qui a pas un gros gabarit, qui pèse pas si lourd que ça et qui me dit ouais, j'ai l'impression que je peux rien manger et je prends du poids. Parce que foncièrement, t'as un métabolisme qui utilise pas beaucoup d'énergie, t'es très sédentaire, tu fais pas de sport, donc c'est juste un compte de calories. Oui, c'est clair. Quand tu parlais de la notion de plaisir pour avoir la durée dans le sport, ça m'a fait penser à c'est un professeur universitaire américain qui s'appelle Arthur Brooks, et lui il parle comme quoi pour que le plaisir devienne une joie. Peut-être même s'il parlait français, peut-être il utiliserait aussi le mot plaisir, mais en anglais il dirait quelque chose plus joy, plus de enjouement peut-être. Ça aide de le faire à plusieurs. Pas tout seul. Dès que et là ça m'envoie vers les images du bodybuilding classique, Arnold, tous les potes s'entraînant ensemble et tout ça. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu serais d'accord, et un peu en biais de ça, une chose que je remarque toujours en salle, c'est que les mecs souvent ils s'entraînent tout seuls. Ils ont la tête dans le guidon, ils font le truc, ils socialisent pas. Et c'est les nanas qui sont plus courco, parce que je crois que peut-être à un niveau d'instinct, elles se rendent compte que c'est plus ludique d'être avec d'autres personnes. Comment tu aborderais cette panoplie de sujets? Ouais. Alors pour moi, les hommes ils sont plus action, quand les femmes sont plus émotion. Donc quand on est dans l'action, on est plus sujet à suivre un peu bêtement son plan et à pas trop se poser de questions. Et finalement, beaucoup d'hommes se considèrent pas comme allant tout seul à l'entraînement à partir du moment où ils suivent un plan que quelqu'un leur a monté. Tu vois, c'est pas je m'entraîne tout seul, c'est qu'ils s'entraînent avec le plan de l'entraîneur. Évidemment, il y en a qui vont en groupe, et là, c'est sûr que ça se surpasse quand même largement. Moi, je me surpassais parce que je pouvais m'entraîner avec des gens qui faisaient aussi de la compétition. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et comme les femmes, elles sont plus dans l'émotion, elles ont besoin d'une dynamique plus réjouissante pour aller s'entraîner. Non mais c'est réel. Okay. Et finalement, elles veulent chercher ce qu'on disait avant, cette notion de plaisir, d'avoir passé un bon moment. Toi, t'es content parce que tu t'es entraîné. Elles sont contentes parce que durant l'entraînement, elles ont ressenti ça, il s'est passé ça, et finalement, c'est ça qui a fait que c'était un bon entraînement. Toi, ton bon entraînement, il est juste centré sur toi, et est-ce que tu penses que t'as poussé des poids assez lourds? Est-ce que t'as réussi à aller à la faillite assez suffisamment? Exactement. Ouais. Bah, tu as abordé le sujet un peu indirectement avant, mais donc oui, quand quelqu'un rentre dans ton cabinet, tu fais un peu, comment tu cernes psychologiquement? J'ai l'impression que tu as dit que en général, tu vas être plus positif, sympa, regarder le verre demi-plein au lieu de demi-vide. Mais après, il y a des cas qui marchent pas cette essence-là. Oui. Comment t'as c'est ton sixième sens d'être humain, Ouais. Moi, je me souviens quand je faisais le suivi avec toi, tu commençais toujours les rendez-vous. Alors sur 10, quel point te donnerais-tu du bon suivi de la diète? Et peut-être là, si la personne dit un 7 avec la tête en bas, tu vas pas lui casser. Comment marche la sauce Kevin, la sauce magique? C'est drôle parce que je fais toujours ça. Mais ça marche. Encore maintenant. Oui. Et cette espèce de notation, elle permet de prendre un petit peu la température. Et j'ai un copain qui dit toi Kevin, t'es le roi du social. Mais parce qu'en fait les gens m'intéressent et c'est toi qui es au cœur du sujet. Je me perçois pas comme un spécialiste que tu viens consulter et à qui tu viens demander de te faire la messe et de te lire la Sainte Bible de la nutrition. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle note tu te mettrais, comment t'as vécu le mois, qu'est-ce qui s'y est passé. Et avant que je te pose toutes mes questions et qu'on approfondisse,
C'est toi qui vas me parler de ce que tu as envie de me dire finalement. Parce que le sujet principal, c'est même pas le plan alimentaire que je te fais. C'est comment toi tu le vis et comment toi tu le suis. Et tout à coup, ça paraît assez évident. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez inné. En fait, faut s'intéresser aux gens. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi ça me passionne, je veux aider les gens ». Est-ce que c'est pas histoire de le dire parce que ça fait bien de le dire, tu vois? Moi, je le dis pas vraiment, mais ça m'intéresse vraiment. Et quand j'avais une salle de sport, parce que tu sais, j'avais une salle de sport qu'on a fusionnée l'année dernière. C'est drôle, mais moi, en rigolant, on disait toujours avec mon associé de l'époque, Léo, nous, on connaissait le prénom des conjoints et le nom du chien de tous nos adhérents, hein, parce que ça nous intéressait, tout simplement. Et les gens, ils se sentent bien avec ça, en fait, parce qu'ils viennent partager quelque chose. Et au cabinet, là, ça prend vraiment de l'ampleur, parce que c'est très émotionnel, toutes ces histoires alimentaires. Donc finalement, les gens, ils viennent, mais ils viennent pas juste pour que je prenne leurs mesures et que je leur dise bon ben c'est bien ou c'est de la merde ce que t'as fait. Non mais tu vois, foncièrement. Donc il y en a certains qui ont besoin d'entendre ça, mais en général ils le demandent. Ouais, tu vois, ils le demandent. Le petit conseil que je pourrais donner pour ceux qui savent pas trop prendre la température, c'est que d'instinct, personne sera vexé quand on est trop gentil. Donc vaut mieux commencer par là et après adapter le discours à ceux qui ont besoin et pas dire à tout le monde t'es une merde, t'as rien réussi et ensuite adapter, ça marchera pas. C'est clair. Et ça paraît bête, tu vois, on rigole de ça. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui étaient avec des préparateurs physiques ou qui sont allés voir d'autres personnes et qui me racontent que c'est ce qu'ils ont vécu, hein. Donc il y a une espèce de théorie comme ça dans certains milieux de coaching ou certains nutritionnistes ou diététiciens qui ont ce truc un peu ouais, les gens ils veulent maintenant une espèce de truc militaire et tout, mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Ceux qui veulent un truc militaire, ils s'inscrivent au stage militaire, hein, où ils le demandent. Il y a personne qui vient juste comme ça, qui dit rien et qui a envie de se faire gueuler dessus ou qu'on lui dise qu'il a rien fait de bien sur le mois. Donc faut encourager, mais faut aussi par contre ne pas mentir et savoir dire bon ben là quand même t'aurais pu faire mieux quoi. C'est un peu l'abus. Mais après faut doser. Je dis tout le temps aux gens que quand ils partent en vacances ou quand c'est les fêtes de fin d'année, à un moment donné, il va y avoir des excès, des choses comme ça, mais pour moi, c'est l'excès justifié. Je comprends complètement la logique de ce truc-là. Par contre, me dire ouais bon, le soir je rentre à la maison, j'ai la flemme et je commande du beurre, dommage. Parce que ben non, dans ce cas-là, on va jamais vraiment avancer quoi. C'est clair. Donc faut savoir s'autoriser des petits excès, mais pas tout le temps. C'est clair. Avant, on parlait de l'importance d'être bien entouré, et avant l'interview, on parlait de comment identifier quelqu'un qui est bon dans sa pratique. C'est parce que c'est pas évident. Surtout maintenant, il y a chaque fois plus de personnes qui se disent coach entre guillemets, préparateur, nutritionniste, etc. Et tu avais un peu déjà apporté ton brin de sel avec ton approche, que tu commençais par tes réussites sportives et après le travail que tu avais fait avec tes clients. C'est ça, c'est que ta façon de voir la chose. Ouais, oui, tu as prouvé que sur toi ça marche et après ben peu à peu t'as des gens sur qui ça marche aussi. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Parce que comment trouver les bonnes personnes avec qui s'entourer? C'est exactement ça. C'est hyper difficile de trouver des gens qui sont bons dans leur domaine. Mais ça, c'est mon gros combat. Ma femme pourrait témoigner de ça. Moi, je suis contre les faux professeurs. Moi, je cherche des mentors, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui vivent ce qu'ils disent. Pas des théoriciens de l'espace. Oui. Et finalement, c'est ça. Et tous les gens qui se disent bons, alors il y a des choses très différentes. Est-ce que tu es un bon athlète? Moi, j'étais un bon athlète et ça s'est confirmé parce que j'ai gagné beaucoup de titres. Ok, ça a validé ce truc-là. Très bien. Est-ce que maintenant, je suis un bon nutritionniste ou un bon préparateur physique pour mes clients, mes patients? Bah, ça n'a aucun rapport avec les titres que j'ai gagnés. Les titres que j'ai gagnés, ils remplissent ton carnet de clients parce que les gens, ils espèrent
devenir un jour comme toi ou s'approcher un petit peu. Non, ils savent qu'au moins il a su gérer ils pour se lui. disent, si lui il a ça, si juste il me mène sur le chemin de 10% de ça, je serais très content. Et ça arrive à valider des choses. Même, c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence le podcast. Pour moi, quelqu'un qui est bon, c'est celui qui prend les plus mauvais et qui arrive à les faire progresser. Et peu importe en quoi, peu importe dans quel domaine, si tu prends des personnes qui sont pas très bonnes de base et que tu arrives à les faire performer, là on avance. C'est toujours le même sujet. Est-ce qu'amener des athlètes en compétition chargés comme des missiles aux stéroïdes et dire ouais voilà mes gars ils ont tout gagné, je suis un super bon préparateur, peut-être, mais peut-être pas. Parce que quand tu prends des gars qui sont doués, plus tu leur rajoutes ça, de toute façon, ils vont avoir des bons résultats. Mais quand tu prends quelqu'un qui est pas doué du tout et qui est naturel, là, il n'y a pas d'autre choix que d'être bon, en fait, pour les faire avancer. Et là, d'un coup, c'est quantifiable. Et c'est un peu le gros problème. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le coaching, la musculation et tous ces domaines fitness. On met toujours en avant les transformations physiques incroyables. Mais ça, c'est les transformations des gens soit doués, soit dopés. Donc finalement, ça n'a aucun rapport avec toi, d'un coup, qui veut commencer une transformation physique. Moi, ce que je veux voir, c'est les plus mauvais. Au bout de 6 mois, ils sont comment ? Et là, ça, c'est parlant. Mais c'est pas du tout ce qu'on regarde, ni ce qui est mis en avant. C'est clairement pas ce qui s'affiche. Moi, j'étais en train de penser que, bon, pour les restos, on va sur Google et on voit les commentaires, le numéro d'étoiles. Mais je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, assez souvent, je tombe sur un resto qui a 5 étoiles, plein de bons commentaires, et j'y vais et c'est pourri. Et je me suis dit, ils ont trouvé une façon de hacker l'algorithme. Après, quand j'étais là-bas, j'ai vu qu'ils disaient, ah oui, si vous nous mettez 5 étoiles, on vous donne un shot, un truc comme ça. Donc, ils ont travaillé une façon de contourner l'algorithme qui marche. Et donc, je sais pas, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, dans cet univers plein d'influenceurs, de fitness gurus et tout ça, concrètement, quel tuyau est-ce que tu pourrais donner pour voir quelqu'un qui peut être bon? Parce que oui, c'est exactement ça le challenge. Tout le monde met les grosses transformations. Comment trier le bon du moins bon? Ben, je sais pas tellement. Non, parce que c'est vraiment difficile. Parce que dans la masse de ces personnes, il y en a forcément qui sont bons. Mais la personne qui d'un coup est le plus mise en avant par l'algorithme, d'instinct, faut pas travailler avec elle. Ça peut paraître bête, mais là c'est comme si on parlait un petit peu de pot de protéines. Plus le packaging, il est beau, fluo, plus le nom, il est incroyable, méga masse de l'espace 4000, et plus c'est distribué de partout, plus ça veut dire qu'il y a de l'argent qui a été mis dans le marketing plutôt qu'ailleurs. Donc, globalement, c'est plutôt les choses à fuir. Mais là-dedans, il y en a des bons. Après, moi, d'expérience, en étant là-dedans depuis longtemps, des gens qui sont des excellents préparateurs physiques, il y en a pas beaucoup. Pour les pratiquants naturels, surtout, il y en a pas beaucoup. Et clairement, c'est pas les gens qui sont mis le plus en avant sur les réseaux. Mais c'est des gens qui ont quand même une très très belle base de clientèle et finalement qui n'ont pas besoin de se mettre en avant plus que ça parce que l'espèce de bouche à oreille du milieu fait que si tu t'intéresses au sujet, tu vas vite le savoir. Le problème, c'est que si tu t'intéresses pas au sujet et toi, tu te dis juste, bon, ben, je vais entreprendre quelque chose, mais bon, j'ai pas envie non plus de passer 1000 heures à me renseigner, j'aimerais juste tomber sur le bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas taper sur Google, puis tu vas pas tomber sur le bon. Mais est-ce qu'avoir le meilleur, c'est nécessaire? Il y a aussi ça comme question, hein, tu vois. C'est clair. Peut-être que quelqu'un qui maîtrise juste déjà le domaine, pour toi qui est niveau 0, c'est énorme, hein. Donc, ça, je saurais pas te dire comment trouver les bons. Ça me fait penser à, j'ai un ami qui me disait, est-ce que tu pourrais m'aider avec un plan nutrition et tout ça? Et moi, je lui ai dit, ben oui, je peux te faire un plan, mais par contre, ça sera payant. Parce que pas pour le fait de gagner de l'argent, mais pour le fait qu'ils le prennent au sérieux. Parce que j'en ai fait des plans amateurs pour les gens et les gens ne suivent jamais ce qui est gratuit. Jamais. Donc, et dès que c'est payant, ils perdent un peu l'intérêt. C'est une question psychologique, philosophique. Les gens, souvent, ils veulent un but, mais ils veulent pas se donner le moyen de l'obtenir, même si c'est pas quelque chose de super haut niveau. Mais
Oui. J'avais une autre question un peu générale. Le culturisme en tant que sport, qu'est-ce qu'il t'a appris, les valeurs, les leçons les plus importantes que tu as pu tirer de tes années de pratique? J'imagine que on a parlé de savoir se mettre dans l'inconfort, etc. Après ces entraînements-là, maintenant tout passe à la poste, tous les efforts de la vie quotidienne, non? Alors, ils sont différents, mais en termes de douleur physique ou psychique, je les trouve quand même plus simples, ça c'est sûr, mais ça engendre un autre besoin chez moi. J'ai besoin de quantifier l'avancement de mes projets. Ça, c'est très compliqué. Donc, tous les domaines dans lesquels maintenant j'exerce et je veux briller, j'ai besoin qu'ils soient quantifiables, qu'à la fin, une espèce de récompense ou un chiffre qui dit « Ok, on a atteint ça ». Ce que ça m'a apporté de négatif, le bodybuilding, c'est de travailler seul, travailler dur et de croire qu'on peut demander aux autres de fournir autant d'efforts. Quand j'ai une société et que je demande à quelqu'un de travailler aussi dur que moi je peux travailler, j'arrive pas à comprendre que c'est pas sa boîte et que lui, il va pas rentrer à 23h. Il en a rien à foutre. Qu'il est là pour faire juste ce qu'on lui demande. Pareil. C'est une leçon aussi. Oui, clairement. Et donc là-dedans, comme moi, on m'a rarement dit bravo, j'ai jamais considéré qu'il fallait dire bravo aux autres. Et ça, c'est difficile à intégrer après. C'est très difficile à intégrer après. Et quand j'ai travaillé avec des gens, j'avais l'impression que le salaire, c'était déjà dire merci. Et finalement, tu viens pour faire ça, ça et ça. Dans ton contrat, tu es payé. Et c'est suffisant. Et on a des bons accords et on est en bons termes. Mais non, c'est pas du tout suffisant. J'arrivais pas à le comprendre. Et c'est un préparateur mental qui m'a dit, maintenant, tu vas essayer de faire quelque chose. Tous les jours, tu vas trouver un truc positif à dire aux gens concernés en leur disant, bravo, c'est bien ce que t'as fait là. Tout le monde s'est mis à mieux bosser. Je suis pas sûr d'avoir encore complètement compris pourquoi, mais c'était très puissant. Donc il y avait des choses un petit peu négatives comme ça. Et quand j'ai vu cette question, j'avais pris 2-3 notes que je trouvais marrantes. Ce que ça m'a appris, c'est une petite phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps, c'est si tu plantes du maïs, ne sois pas étonné que le maïs pousse. Tu vois, tu fais tout pour réussir et d'un coup tu réussis. Oh, miracle. Non, mais il y a pas de miracle. C'est ce fameux truc que je supporte pas, moi, et qu'on entend partout. Alors, on va pas, mais t'as de la chance. Et un coup, il y a un gars qui avait dit ça à Michael Jordan, et puis il lui avait répondu en interview, c'est marrant, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Parce qu'en fait, il y a pas de chance là-dedans. Et le bodybuilding, il m'a appris ça. Le bodybuilding, c'est un sport où on n'est pas doué à la base, où on n'a pas de la chance. Donc, il faut juste travailler. Et si tu travailles plus que les autres, foncièrement, tu vas peut-être finir par gagner. Ça, c'était une grande leçon que j'ai apprise. Et justement, en mêlant et l'entraînement, et la nutrition, et le sommeil, et les relations autour, tout un ensemble, j'ai compris que toutes les disciplines, en fait, elles s'influencent les unes les autres. Et si tu commences à avoir une des disciplines qui part un petit peu en vrille, d'un coup, tout le château de cartes s'écroule. Donc, il y a un moment donné, il y a un truc comme ça. Toi, tu veux être bon, mais t'es pas capable d'arriver à l'heure le matin. Bah, je te le dis tout de suite, tu vas pas briller, hein. Et c'est pour tout un petit peu dans la vie. Il y a des gens, ils sont jamais à l'heure, ils ont pas le bon mot, ils se comportent pas forcément comme il faut dans la bonne situation. Là, ils ont fait un écart alimentaire alors qu'ils auraient pas dû. Là, ils ont fait sauter. En fait, c'est des gens qui font beaucoup d'erreurs. Et d'un coup, quand tu rentres dans des milieux avec des gens qui brillent pas mal dans un domaine, tu te rends compte qu'ils essayent de tout faire bien dans leur vie. Mais même les choses qui n'ont pas de rapport. Ils prennent à cœur de faire les choses comme il faut. Mais même dans les autres domaines. Et c'est là où je pense que, oui, on n'est pas doué, mais il y a quand même des gens qui sont prédestinés un peu à briller parce qu'ils vont essayer un petit peu de tout faire bien. Donc à un moment donné, s'ils trouvent quelque chose qui leur va, hop, ils vont s'envoler plus haut que les autres. Et puis là-dedans, ah oui, j'avais aussi noté arrêtez de chercher l'approbation d'idiots. Que vous connaissez même pas. Voilà. Non, mais de vraiment chercher la validation de personnes qui de toute façon n'ont aucune crédibilité sur ce dont on est en train de parler. Et de finalement, ça c'est le combat d'un peu tout le monde, on veut se faire valider par les autres, et il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça et se dire, mais tous ces gens, de toute façon leur avis, ils comptent pas vraiment,
Et de toute façon, ils n'en savent rien. Donc, ouais, ça m'a appris ça. On avance parce que le bodybuilding, c'est beaucoup critiqué comme sport. Et finalement, moi, j'en avais rien à faire. Et je voulais pas spécialement défendre le bodybuilding. Juste, je le pratiquais. Mais je voulais pas me battre. Je voulais pas défendre ça. Je m'en fiche de si c'est bien ou pas. Juste, moi, j'en faisais. Et je voulais performer dans mon truc. Mais je voulais pas du tout le défendre. Donc, du coup, j'ai arrêté de dialoguer sur des sujets comme ça, inutiles. Et ça, c'est une leçon de vie qui paraît toute bête comme ça, mais qui me fait gagner un temps et une énergie. Quand les gens, ils parlent d'un truc qui m'intéresse pas, ou vraiment, où je sens que c'est négatif, moi, je sors du truc. Il y en a plein qui me racontent leurs histoires de famille, les amis, les machins, de travail. Mais il n'y a pas de... Si ton travail, c'est un sujet comme ça et que t'en parles tous les jours, en fait, il faut faire quelque chose. Il faut passer à l'action, sortir du truc assez négatif. Et les gens, ils aiment bien brasser ce truc négatif. Moi, j'ai compris que ça allait pas me faire avancer du tout et que je voulais pas me battre. Donc, soit on prend des actions de changement, soit on parle plus aux gens de ces trucs-là. Il y a des gens, ils sont tous stressés, il faut toujours qu'ils parlent de tout. C'est ce fameux truc, arrêter de chercher l'approbation. Il y a des choses qui vont être stressantes. On sait très bien à qui on va aller demander conseil. En fait, on va juste demander validation à quelqu'un. Il faut arriver à se maîtriser avec ça, je pense. Et c'est assez difficile à faire. Oui, je crois que souvent, les gens on se plaint comme une façon de créer du lien. Parce que bon, que ce soit le mauvais temps, qui fait trop chaud, les embouteillages, comme la personne à qui on parle est normalement aussi sujette à ces inconforts, c'est une façon de tisser un lien. Pas le lien le plus positif du monde, mais une empathie dans la plainte. Ouais, mais vraiment. Mais c'est vrai que si on se morfond sur ça, on va nulle part, c'est clair. Mais dans les dernières leçons que j'ai apprises, c'est un truc que j'ai piqué à David Goggins. Ok, oui, tout à fait, intéressant. Et qui marche très fort sur moi, c'est ce qu'il appelle le pot à cookies mental. Quand d'un coup ça va mal, ou qu'il se passe quelque chose, j'arrive à prendre maintenant une petite seconde de recul, c'est pas évident à faire, mais prendre une seconde de recul et se dire, là, en fait, tu me mets à l'épreuve. Comment moi, je vais réussir à traverser ça? Comment je vais arriver à passer au-dessus cet événement négatif ou cette situation qui me va pas? Et j'essaye de ne plus la subir et juste de prendre du recul là-dessus et de dire, ça c'est un test. Parce qu'en fait, c'est tout le temps un test. Comment moi je vais performer? Parce que finalement, celui qui devient riche, dans tous les aspects de la vie, c'est celui qui trouve des solutions à tous les problèmes. S'il y a aucun problème qui peut t'arrêter, tu seras le meilleur dans tous les domaines. Et c'est ça. Et quand c'est difficile et qu'on se sent incapable, bah c'est cette histoire de pot à cookies mental. Tu vas piocher au hasard. Lui dit le cookie. C'est un peu comme un biscuit chinois. Tu vois, tu l'ouvres et tu prends un truc. Ok. Moi, j'ai déjà été champion du monde. Tac. Ok. Moi, j'ai déjà réussi à faire ci, à faire ça, à atteindre tel objectif. J'ai passé à travers une maladie grave. Blam, blam. Ok. Tu t'en es récité 5 d'affilée que des autres gens sont pas forcément capables de faire. Et là, d'un coup, ça te fait prendre du recul et dire, ce qui est en train d'arriver là, c'est quand même pas grand chose par rapport à ce que j'ai déjà fait. Et hop, tu passes vite par-dessus. Et le bodybuilding, il m'a appris ça parce que c'était continuellement que de la difficulté. Et plus j'avançais, plus je remplissais le pot à cookies, tu vois. Et finalement, t'es en train de te dire, ça fait 60 jours que je suis à fond, que je le fais à bloc et que je vais gagner. Donc aujourd'hui, c'est super dur. Mais je vais pas craquer, hein. Tu pioches tous les cookies un par un, tu vois. Et tu dis, c'est pas maintenant, hein. Puis après, comme t'es arrivé à passer par-dessus ça, au 85e jour, tu te dis, jour 61, tu te rappelles comme c'était la merde. T'as pas craqué, hein. Et en fait, ça nourrit ce truc-là où finalement t'avances. Et c'est assez difficile à faire parce qu'il faut quand même, c'est nourrir un peu son esprit. C'est vraiment le muscle de la mémoire, j'ai déjà fait un truc positif, je peux le refaire. Je suis plus incroyable que ça, là, que cette situation qui est en train d'arriver. Seul problème, c'est qu'il faut démarrer par quelque chose. Il faut mettre un cookie dans le pot au départ. Donc, il faut quand même mettre quelque chose dedans et donc créer un truc où on est fier de soi. Mais ça peut être commencer par les toutes petites choses au départ, hein. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils disent, ouais, bah c'est sûr, hein, toi, t'as des clients, ils ont perdu 30 kilos. Ceux à qui je raconte cette histoire, ils peuvent le mettre là-dedans. Ils ont commencé par 1 kilo, c'était le premier cookie, après 2, 3, 10, ainsi. Faut commencer par les petites choses. Si ton pot à cookies, il est bien plein,
tant mieux pour toi. Mais en fait, t'es déjà en train d'exceller. T'as même pas besoin d'écouter ce que je suis en train de dire là, souvent. Mais quand il est vide, en fait, apprends juste à le remplir avec des trucs un peu positifs. Et c'est pas évident. Oui, donc dans cette approche Goggins, quand il y a un problème, bah tu prends un recul, un pas de recul, et tu pioches dans les cookies, voir ok, j'ai fait ça de bien. Ça, c'est juste un autre test. Exactement. On y va. C'est ce que lui, il appelle la décision d'une seconde. Avant de faire quelque chose dans une situation assez négative, de prendre du recul et de dire, attends, c'est un test. Et d'arriver finalement à prendre la meilleure opportunité. Mais à chaud, c'est pas évident. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est plus sur des situations de fond. Parce que foncièrement, quelqu'un dit quelque chose, on est souvent à chaud, ou des petites situations comme ça. Mais il y a des situations de malaise et de mal-être un petit peu générales. Parfois où, là, ça va plus. Là, il y a un gros événement. Ça, c'est un test, hein. Et je vais pas m'effondrer, hein. Parce que j'ai déjà eu ça. Et pire. Voilà. Et pire. Et pire. Et pire. Et c'est très rassurant, hein, de se le dire. C'est clair. Bah là, on va passer sur la partie de l'interview un peu plus générale de sport et société. Commençons pourquoi le culturisme? Comment t'aurais pu faire tellement de sports différents? Qu'est-ce qui t'a attiré l'attention sur ce sport? Oui. Ça s'est fait complètement par hasard. Ma sœur, elle faisait de la natation synchronisée à haut niveau. Et il fallait l'emmener à la piscine plusieurs fois par semaine. Elle faisait ses entraînements de 3 heures. Mes parents restaient dans les parages. Des fois, je venais avec eux. Et un jour, avec mon père, on est allé dans une salle de musculation. Et j'ai trouvé ça assez dingue comme truc. Puis évidemment, ces types très musclés, je trouvais ça incroyable. Je me disais, tiens, eux... c'est vraiment quelqu'un, tu vois, ce type-là. Ça en jette, hein. Ouais, vraiment, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est chouette comme truc. Et puis, du coup, j'ai commencé à en faire et à me dire, tiens, en fait, ça me plaît parce que le résultat me plaît. Et du coup, j'ai commencé comme ça, un peu bêtement. J'ai tout de suite été dans cette logique de deuxième jour où j'y suis allé, je suis allé voir un coach de la salle et je lui ai dit, faut me faire un programme parce que moi, je sais rien faire. Très bien. C'est vraiment ce truc en muscu qui est dingue. C'est de se dire que demain, tu veux te mettre au tennis ou au judo, tu t'inscris dans un club, tu prends des cours, quoi. Mais à la muscu, tu t'inscris à la salle et tu vas tout seul faire tes trucs. Ouais. C'est dingue, hein. Tu regardes les shorts d'Instagram. Ouais. Et moi, ça m'est jamais venu à l'idée, ce truc-là. J'avais besoin de me dire, je vais fournir des efforts, je veux que ce soit payant, hein. Je veux pas que ce soit peut-être, hein. Donc, faut que quelqu'un me dise, ok, c'est sûr, hein, ce que tu vas faire là, ça va être payant. Et donc, trop drôle parce que ce type, il me dit, alors c'est quoi tes objectifs? Et je lui ai dit, c'est d'être champion du monde. Et quand je lui ai dit ça, Dieu sait combien je pesais, mais 55 kilos avec ma taille actuelle. Il a vraiment rigolé. Et je lui ai dit, non, c'est sérieux. Alors il a bien rigolé. Et une dizaine d'années après, je suis revenu dans ce même club qui est les Bains de Crécy. Je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Je suis retourné et j'aurais dit, ça y est, j'ai gagné, je suis champion du monde. Et c'était toujours la même équipe et tout. Alors c'était vraiment rigolo. Ça leur a fait plaisir. C'est clair. C'était assez marrant. Mais ce qui m'a vraiment mis le pied un peu à l'étrier, parce que je disais ça un petit peu comme ça, d'être champion du monde, c'était vraiment pour dire je veux le maximum de résultats. En faisant mes études, après je m'entraînais dans une salle où j'ai rencontré un couple qui, eux, participaient aux compétitions. Et c'est eux qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier. J'ai participé comme ça, complètement par passion. Les 3 premières années où j'ai fait du bodybuilding, je suis allé pendant 3 années faire le quart de finale, la demi-finale, la finale nationale, et j'ai fini dernier des derniers à chaque fois. À chaque fois. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, ok, maintenant, quelque chose doit changer. Ce qu'il faut, voilà, exactement, pour gagner. Et c'est là qu'il y a vraiment eu une inversion dans mon esprit. Je me suis dit, maintenant, je vais plus le faire pour le faire, je vais le faire pour gagner vraiment. Et ça a quand même changé ma vie. Parce que un jour, je me suis rendu compte que j'étais mauvais. Mais que même si j'étais mauvais, si je travaillais plus que les autres dans cette discipline-là, je pouvais passer devant. Il fallait juste que je travaille 10 fois plus que les autres. Et quand tu comprends que quand tu travailles 10 fois plus que les autres, tu te rapproches d'eux et que tu peux peut-être les battre, là, il se passe quelque chose d'incroyable. Et là, tu t'imagines pas quelle force naît de ce truc-là. Et d'un coup, tu te retrouves là, les gars, ils ont fait leur préparation, ils ont fait de leur mieux,
mais toi, t'as fait mieux qu'eux. Et en fait, après ces années à être derrière d'un coup, tu passes devant, t'es loin devant, et tu te retrouves dans une situation à dire, je t'ai rattrapé, mon gars, hein. Je t'ai rattrapé. Et en plus de ça, moi, je suis mauvais, hein. Je suis mauvais, et je t'ai quand même rattrapé. Parce que moi, je suis meilleur pour travailler plus dur. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce sport. C'est parce que celui qui travaille le plus dur, ou qui est le plus cinglé, il peut gagner. Et en fait, je t'ai rattrapé, et pourtant, je suis mauvais, hein. Et c'est là que j'ai trouvé vraiment ce truc incroyable, tu vois. J'avais un ami qui disait que philosophiquement, les gens en général aimaient le sport spectacle parce que c'était un endroit où on pouvait, si tout se passe bien, voir ces principes de base de celui qui a travaillé le plus gagne. Donc, c'est un spectacle où il y a une certaine justice dans un monde où souvent, c'est pas nécessairement celui qui a travaillé ou le plus honnête ou qui a été plus ponctuel, discipliné qui gagne. Donc, c'est ça un peu, je crois que l'auréole qui est autour des événements comme les JO, c'est là où on pense que là, c'est les meilleurs qui vont gagner. C'est l'aspect méritocratique. Ça me parle complètement parce que j'allais te dire justement, c'est la méritocratie. Et moi, j'organise toute ma vie autour de ça. Ma pratique sportive, elle a été uniquement là-dedans. Et ensuite, tout l'aspect professionnel de ma vie, ça a été que ça, puisque j'ai jamais été employé de ma vie. J'ai toujours été propriétaire d'entreprise ou indépendant, ou les deux, comme en ce moment. Et finalement, c'est que de la méritocratie. Si je travaille très dur, je gagnerai beaucoup. Si je travaille pas, tout s'effondre. Mais ça sera jamais la faute de quelqu'un d'autre. Tu peux mettre la faute que sur toi. Et c'est plus stressant, mais c'est plus agréable. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça, c'est une leçon qui me vient du sport de haut niveau. J'ai travaillé pour moi, pour devenir bon et gagner. Et je me voyais pas retranscrire ça autrement dans le monde professionnel. J'aurais eu beaucoup de mal à me donner autant que je pouvais me donner pour finalement quelqu'un d'autre et pas que les lauriers retombent sur ma table, ou à l'inverse me dire juste j'ai fait mes heures, je rentre chez moi. Je sais pas si j'aurais été bien à l'aise avec ça, sachant que quand t'as le potentiel de briller dans quelque chose, c'est quand même dommage de cracher dans la soupe, quoi. Je crois que c'est peut-être là où on revient à l'idée de c'est bien d'avoir un petit mot pour féliciter un collaborateur parce que pour cette personne, c'est pas son entreprise. Donc, si le chef d'entreprise voit qu'il a fait quelque chose qui allait peut-être un peu au-delà du chèque mensuel, c'est une bonne pratique de business de reconnaître ça. Next. Dans les 15 ans de métier de fitness que tu as exercé, comment as-tu vu l'évolution du milieu au niveau sociétal, généralement? Parce que 15 ans, c'est une paye. Très positivement, dans le sens où... Pas très positivement. Non, pas très positivement, dans le sens où c'est complètement dénaturé par rapport à ce que moi j'ai connu et que je l'avais jamais envisagé dans ce sens-là. Le monde du fitness, aujourd'hui, il est complètement décorrélé du monde du bodybuilding. Avant, finalement, il s'en rapprochait un petit peu plus. Maintenant, c'est deux choses complètement différentes. C'est bien parce que ça a pris un essor global et c'est devenu une mode un petit peu générale qui fait qu'il y a plus de gens qui le pratiquent, des gens qui se sont mis à la santé et tout le monde s'intéresse un petit peu à ces sujets-là. Mais la manière dont c'est pratiqué, c'est quand même que du spectacle et finalement, on vend aux gens du bien-être et du physique, mais en étant dans les coulisses, je sais ce qui s'y passe. Les athlètes qui sont sur Instagram, c'est oui, de l'entraînement, de la discipline, mais pas au niveau que vous pouvez tous croire. Il y a beaucoup de produits dopants, beaucoup de cadrage photo et mise en scène qui font qu'il y a du contenu à publier. Et le Photoshop, direct. Ouais, exactement. Et la réalité, elle est là. Je me suis occupé de beaucoup d'instagrammeuses, d'influenceuses, comme on dit maintenant. Et trop drôle, une anecdote avec où à une époque, ils faisaient tout un book photo avec les 10 plus connus de France. Et un jour, elle était à la séance photo et elle m'envoie la photo d'elle que le photographe a pris. Et elle me dit,
J'aimerais trop être comme cette fille. Parce que elle-même n'a jamais été comme ça. Et la blague, c'est que plein de femmes qui venaient me voir au cabinet me montraient des photos d'elle et me diraient, moi, j'aimerais bien être comme ça. Et même elle aimerait bien être comme elle sur la photo. Parce que ça n'est jamais arrivé. C'est clair, c'est clair. Mais évidemment, c'est quand même des gens qui ont une super condition physique. Mais attention, il y a beaucoup de choses qui sont vendues. Et finalement, toute cette approche, elle est faite pour vendre des choses. Donc on te fait rêver pour à la fin te vendre, j'en sais rien moi, un programme d'entraînement, un pot de protéines, un thé minceur. Et c'est toujours dans cette dynamique finalement de vente que c'est apporté. Et c'était pas du tout comme ça à l'époque. Est-ce que c'est bien ou pas ? J'en sais rien. Dernière question parce que le temps est limité. T'avais fait une interview avec Fitness Meet en 2019 quand t'es devenu champion du monde à la WABA en body athlétique. Et déjà à ce moment-là, t'étais champion mais tu appréhendais un peu l'après. Et précisément maintenant que t'as vécu cet après, comment tu vis ton sport? Qu'est-ce qui te motive maintenant que tu n'es plus en compétition? Et comment tu maintiens la flamme? Ben là, je vais dire ce qui est pas trop dit dans le monde du sport de haut niveau, mais qu'on se dit tous entre nous, ceux qui y ont été. La flamme, elle s'éteint vite. On vit mal la descente. D'un coup, on passe du côté des anonymes. Et c'est très difficile pour la plupart des athlètes. Faut se construire de nouveaux objectifs, se reconstruire autre chose et comprendre que tu n'es pas que le champion de ta discipline. En fait, t'es quelqu'un. T'as le droit d'exister même sans cette discipline. C'est pas parce que tu gagnes plus que t'es personne et que tu vaux plus rien. Et ça, c'est très très difficile. Il y a plein d'athlètes qui passent par ça, hein, soit parce qu'ils prennent la retraite, soit parce qu'il y a la blessure, soit parce que d'un coup ils passent dans une période où ils gagnent plus, hein, tout simplement. C'est hyper difficile d'être valorisé en permanence et d'un coup d'être comme tout le monde. Et moi, je me suis concentré sur de nouveaux objectifs. Alors maintenant, j'ai une petite famille, j'ai un bébé, je suis marié. Donc ça change la vie, ça passe par de nouveaux objectifs. Et pour avoir toujours ce sentiment de réalisation, moi, j'ai dirigé tout ce que je savais faire et l'énergie que j'avais donnée dans d'autres choses, plutôt du côté business. Et clairement, je suis vraiment content parce que je vois que je brille aussi là-dedans. Et c'est drôle parce que j'avais vu dans tes questions que t'avais mis que si je pouvais parler au moi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Tout à fait. Eh ben, je lui dirais juste, tu vas briller dans tout ce que tu vas entreprendre, mais par contre, ça va te coûter très cher. Donc, choisis bien. Choisis bien dans quoi tu veux briller. Et puis, faut comprendre que t'es quelqu'un, et j'étais déjà quelqu'un, même avant que les autres le sachent. Et avant qu'on me dise, ouah, t'es le champion. Mais en fait, j'étais déjà le champion. Parce que j'avais la discipline de faire ça. Ça s'est juste manifesté parce qu'on m'a mis une médaille en or autour du cou. Mais j'étais déjà le champion. Parce qu'à 1 minute avant d'avoir la médaille, j'étais déjà ce type. Et 10 ans avant, en fait, je l'étais déjà parce que j'allais faire tout ça. Et finalement, tout le monde peut être champion de quelque chose. Faut juste bien choisir et puis s'y astreindre, quoi. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça te rendra plus heureux d'être le champion? Est-ce qu'il faut faire tous ces efforts? Moi, je l'ai fait, donc je suis content de l'avoir fait. S'il fallait tout refaire maintenant, je trouverais ça difficile. Question-réponse rapide. Quel est ton mot ou expression préférée? Briller. Quel est ton son ou bruit préféré? Le bruit de la pluie. Si tu devais revenir sur Terre sous forme de plante ou d'animal, qu'aimerais-tu être? Un chat. Quelle personne vivante admires-tu le plus en dehors de la famille? Mon ami Alex. Quelle est la qualité que tu aimes le plus chez un homme? Qu'il soit juste. Quelle est la vertu ou qualité la plus surfaite? Briller, justement. L'ironie. Quel est ton objet le plus précieux? Ma médaille d'or des championnats du monde. Quel est ton film préféré? Là, j'en ai pas. Quel est ton personnage de fiction préféré? Harry Potter. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
que je peux absolument tout leur dire et que ce sera pas jugé. Dernière question. Si tu pouvais prendre seulement un complément alimentaire, ce serait lequel? Du collagène. Collagène. Génial. Bah, Kevin, encore une fois, merci d'avoir partagé de ton temps, de ta personne. C'était un réel plaisir. Merci, Gabriel. En te souhaitant tout de bien. Yes. Et à la prochaine.